Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Ça fait quand même des années que ça se passe. On ferme de plus en plus d'établissements, notamment des maternités, qui est, je veux dire, le début de fermeture de services qui vont dans la continuité pour fermer carrément des hôpitaux. Alors, bien souvent, et ce qu'on ne prend pas assez en considération, ce sont derrière la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt, mais aussi prendre en considération, puisque c'est nos politiques, et notamment le premier de nos politiques, Monsieur François Hollande, président de la République, a dit, bah oui, mais on va se défendre pour une proximité des soins, remettre l'intérêt du patient au centre des intérêts généraux et non l'argent. Marisol Touraine l'a dit également, et qu'il y a une proximité des soins, notamment moins de 30 minutes. Et on prend pas en considération, en fermant ces organismes et ces institutions d'intérêt général, les risques derrière, et notamment les accidents. En étant réaliste, en isolant une grosse population de patientes qui seraient à plus d'une demi-heure de toute maternité, soit 560 patientes à plus d'une demi-heure, on aura des accouchements à domicile, des accouchements dans les moyens de transport, et on aura une mortalité maternelle et fétale. Nous travaillons, je crois que 10% de nos accouchements en maternité se font dans l'heure qui suit l'entrée de la patiente dans le service. Et quelquefois, nous avons à faire face à des extrêmes urgences dès l'entrée. Et nous faisons ce qu'on appelle des césariennes code rouge, c'est-à-dire des césariennes en extrême urgence pour préserver la vie de la mère ou de l'enfant, qui doivent être idéalement réalisées dans les 15 minutes. Et nous respectons ce délai. Si on doit aller à Épinal, on allonge la durée de trajet de 25 minutes minimum par route non encombrée, par absence, sans aléas climatiques. Dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions climatiques. Et là, on aura des accidents de mortalité maternelle ou fétale, en particulier quelquefois des hémorragies maternelles graves qui restent la première cause de mortalité des femmes. Est-ce qu'on a quelques chiffres, justement, le nombre d'accidents en France et plus localement, le nombre d'accidents dus aux accouchements, aux suites difficiles? Actuellement, je crois que la mortalité maternelle est d'à peu près 50 à 80 cas par an, c'est-à-dire à peu près un cas pour 10 000 accouchements. Donc il reste quand même, je veux dire, un pourcentage faible. Mais une vie, la sécurité existe, mais il reste quand même quelques accidents gravissimes. Et l'intérêt des services de proximité est de pouvoir y faire face rapidement. Parce que le temps compte énormément en matière d'hémorragie, par exemple. C'est comme un AVC, c'est exactement pareil, c'est le même principe. Un AVC, un tuyau est bouché, il faut le déboucher dans les 4 heures. Sinon il y a l'organe qui est irréversible. Et le cerveau du bébé est aussi un organe très fragile. Quand il manque d'oxygène, parce qu'il a fait un nœud avec son cordon, ou pour une raison X ou Y, il faut le préserver et le soustraire très rapidement à cet environnement défavorable pour préserver son état cérébral, son intellect futur et l'homme futur qu'il va devenir. Au niveau des responsabilités, justement, à qui incombent toutes ces responsabilités, docteur ? Alors, le médecin est responsable de ce qu'il fait. Et nous en sommes extrêmement conscients de cette lourde responsabilité de faire naître un individu dans les meilleures conditions et que ça conditionne largement son avenir. Mais je crois que les décideurs en santé publique qui isolent et qui une population importante prennent des responsabilités importantes. Alors ils s'entourent d'experts qui vont dans le même sens que l'expertise demandée et qui est forcément partisane. Là, j'assume la responsabilité de ce que je dis. On l'a vu par exemple dans la grippe H1N1. Oui. Mais je pense qu'il y aura au moins, en cas d'accident et sur une aussi forte population, il y aura des accidents qui sont prévisibles, si vous voulez, ils surviendront. Et je crois qu'il y aura une responsabilité morale importante, si ce n'est judiciaire, je ne sais pas. Mais c'est grave, c'est très grave. Sans être alarmiste.
Et justement, quel va être... alors, je rappelle, l'ARS, c'est l'Agence régionale de la santé. Je ne suis pas là pour tirer à boulet rouge dessus, mais en fait, bon, je répète, on les a invités. Bon, ils ne sont pas venus, ils ne désirent pas communiquer. Mais je leur laisse la porte ouverte, il n'y a pas de souci. Quand ils veulent, on est là pour les accueillir, au passage. Mais rappelons un petit peu l'organisation de l'ARS. L'ARS, c'est quand même des médecins. Non. Des professionnels de la santé, en partie. Il y a des conseillers sur le plan de la santé, mais le directeur de l'ARS, par exemple, est un énarque qui, historiquement, celui qui est actuellement en place, était directeur des prisons il y a quelques années. Et maintenant, il est devenu directeur de l'Agence régionale de Lorraine. Et il est actuellement directeur de la grande région Champagne, Lorraine, Alsace, Champagne, ouais. La nouvelle grande région. La nouvelle grande région. Et ils ont un pouvoir absolu en matière de santé. C'est un préfet qui a l'autorité sanitaire et qui devrait être contrôlé par le ministère, mais le ministère, souvent, quand on fait des courriers au ministère, renvoie les courriers à l'ARS et c'est l'ARS qui répond. Donc il se délègue aussi, c'est-à-dire qu'il y a des organismes autour, par exemple, pour prendre de telles décisions, il s'est entouré quand même d'experts, de professionnels de la santé pour en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis là-dessus? Je crois qu'ils ont surtout une feuille de route, je dirais, financière, budgétaire. Tenue par nos hautes instances. Par les hautes instances. Et qu'après, ils prennent des décisions qui sont conformes à ces ordres financiers, en s'entourant d'experts qui disent et qui vont dans le sens de ce qu'ils ont souhaité et de ce qu'ils ont décidé. Les experts défendant, étant des médecins, des professeurs de centres hospitalo-universitaires, n'ont pas du tout la vue, je dirais, correcte de nos centres hospitaliers généraux. C'est pas du tout le même type de structure. Ces experts nous reprochent, par exemple, de manquer d'attractivité pour les médecins assistants du CHU, du centre hospitalier universitaire, qu'on devrait prendre à temps partagé, parce que le CHU ne les paye plus complètement et voudrait bien que ces assistants du centre hospitalier universitaire soient nommés à titre partagé et payés en partie par les hôpitaux périphériques. Alors qu'il se trouve que, au moins en gynécologie obstétrique, nous n'en avons pas un besoin majeur, quoi. Hein. Donc là, ils défendent leurs intérêts personnels un petit peu. Donc ce que vous êtes en train de nous démontrer, docteur, c'est que il y a un certain parti pris, notamment du CHU. Juge et parti, voilà, ils sont juges et partis. Et l'expertise est partisane. Elle va dans le sens du CHU, d'une restructuration, mais ces restructurations oublient la population, on n'est pas contre toute réforme en matière de santé, à condition que ça apporte une plus-value en matière de santé et de soins, dans l'organisation des soins aux patientes. Et là, on ne peut pas fermer des services de proximité, isoler, abandonner, entre guillemets, cette population, tout en prétendant par ailleurs en améliorer la qualité des soins. Je crois que tout ça pour au départ un but financier. Je trouve qu'il y a là quelque chose, il y a un déni de réalité. Là, on oublie l'homme, on oublie la patiente, on oublie ses besoins, ses souhaits même. Je crois qu'il faut correspondre aux souhaits de la population. Et je le regrette profondément, mais on fait ça dans l'urgence, dans le cadre budgétaire général que vous connaissez, sur les 3% de déficit budgétaire généraux. Et on sait faire, on a les moyens de faire, on a les outils pour faire bien. Et on est en train de se couper les mains au nom d'un équilibre budgétaire qui nous vient de je ne sais pas où. Enfin, je ne veux pas. Comment ça se passe au niveau des autres services? Parce qu'il y a de la chirurgie, il y a d'autres services. Eux, il y a les anesthésistes qui ont ça aussi. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils perçoivent les choses, eux? Ils perçoivent ça aussi comme une menace. Ils savent très bien que la maternité est le premier maillon de la chaîne. Et c'est perçu comme une menace à long terme. Et je pense que ces restructurations doivent se faire avec l'aval des professionnels de santé, avec des projets médicaux, qui respectent les bonnes règles, les bonnes pratiques médicales. Et là, je crois qu'on est en train d'essayer de tout faire dans l'urgence, au dépit du bon sens. On a parlé des problèmes financiers. On est quand même dans un cadre national budgétaire très contraint, quoi. Il y a 9,6 milliards d'euros de réduction des dépenses de santé remboursables.
C'est vous, c'est moi, quand on va chez le médecin, etc. Et de 2015 à 2017, c'est moins 3 milliards d'euros de crédits alloués aux hôpitaux, quoi. Voilà quand même bien ce contexte qu'il faut avoir en tête lorsque l'on parle de toutes les restructurations. En plus des déficits, et là ça ferait l'objet d'une autre émission, pourquoi aussi les hôpitaux se trouvent en déficit. Pour la première fois en 2015, l'espérance de vie a reculé. Il y a d'autres paramètres à prendre en considération aussi, mais voilà. Chères auditrices, chers auditeurs, apportez le soutien à cette maternité, puis plus largement, tout autour de vous, soutenez les professionnels de santé parce qu'on en a besoin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin.